je suis très heureuse de pouvoir vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde au nom du comité permanent sur le statut de la femme. Madame Monique Hamelin, qui est au centre du panel, va agir comme animatrice et vous présenter les personnes ressources. C'est elle qui est la coordonnatrice de ce programme à l'Université de Montréal. C'est pour moi une question très importante que les femmes et l'équité en emploi, et je suis très heureuse que la question soit soulevée au début de mon mandat. Mais sans plus tarder, je vais vous présenter nos personnes ressources pour aujourd'hui. Il y a d'abord Madame Janine David McNeil, qui est à ma droite et qui est professeure à l'École des hautes études commerciales et présidente du comité consultatif sur le programme d'accès à l'égalité pour le secteur privé. C'est pas nouveau de parler d'équité en emploi. L'Organisation internationale du travail, en 1953, à ce moment-là, avait une convention, la Convention 100, dont l'objectif était, à travail égal, un salaire égal pour un travail de valeur égale. En 1960, la Convention 111 essayait d'enrayer la discrimination en emploi. Ça fait quand même 53 à 1988, ça fait 35 ans. Moi-même, ça fait 25 ans. Ma première thèse de maîtrise, à ce moment-là, c'était à travail égal, salaire égal. Et je regarde avec un recul les progrès et je me dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'étais loin de penser en 1963 qu'en 1988, je ferais encore une conférence sur la revendication à travail égal, salaire égal. Et je ferai probablement, pas ma fille, mais ma petite-fille aura peut-être l'occasion, si les progrès ne sont pas plus rapides, de traiter encore de revendications de travail. Maintenant, on ne parle plus de travail égal, mais de travail équivalent. Je crois que c'est beaucoup plus juste. Il y a eu aussi, lors de l'année internationale des femmes en 1975, une grande déclaration de l'Organisation internationale du travail qui résume bien toutes les grandes revendications des groupes féministes. Le droit indéniable au travail rémunéré pour les femmes, le caractère non discriminatoire d'un programme d'action positive lorsque prévu pour une période transitoire, la nécessité de modifier les attitudes, les comportements à l'égard du travail rémunéré des femmes, la nécessité de hausser les salaires des professions majoritairement féminines, l'égalisation nécessaire de la rémunération des travailleurs et travailleuses à temps partiel avec celle des employés à temps plein. Je ne vous avais pas dit que c'était en 1975, vous avez pensé peut-être que ça avait été écrit il y a quelques mois. Mais ça, c'était quand même en 1975 et ça prenait des revendications quand même qui dataient déjà de début des années 50. Et de plus, quand on parle de programme d'accès à l'égalité, on parle de combattre la discrimination systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de combattre des pratiques neutres en apparence, mais dont les effets sont discriminatoires. De plus, ça touche ce qui est le plus délicat dans une entreprise, la culture organisationnelle. Je vais vous donner des exemples de discrimination systémique dans une université. On peut dire ici, à l'Université de Montréal, les professeurs, il n'y en a pas. L'équité en emploi est réalise. Quand on se penche plusieurs et on regarde les normes de promotion des professeurs, qu'est-ce que c'est que les facteurs d'excellence? On va dire l'excellence de la recherche, l'excellence du rayonnement extérieur, l'excellence de l'enseignement. On sait très bien que les femmes performent de façon extraordinaire dans l'enseignement dans les universités. Je suis professeur moi-même, je peux vous dire que les cours, on les prépare. Pour nous, c'est important. Les étudiants le temps qu'on passe avec nos étudiants sont très grands. Nécessairement, le temps qu'on passe à faire ceci, fort probablement qu'on est beaucoup moins sur la place publique et aussi, on fait peut-être un peu moins de recherche. Ici, au moment de la promotion, les hommes qui performent très bien, eux, dans les rayonnements extérieurs parce qu'ils sont dans les réseaux, performent très bien dans des recherches ésotériques, dans leur laboratoire et tout ça, mais dont l'enseignement est une priorité qui est moins grande, la tentation va être très grande s'il se retrouve que des hommes, pour mettre ces normes-là, de privilégier les autres hommes à l'excellence de l'enseignement avec une performance de l'enseignement auprès des étudiants. Nécessairement, les femmes, quand ils vont présenter leur curriculum, vont être défavorisées. La même chose à ce moment-là pour ce que c'est la recherche. Il y a des femmes qui ont le petit penchant de faire ce qu'on appelle de la recherche dans la problématique féministe. Nos collègues masculins nous disent « Ah, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Elle perd son temps, ça n'a aucune valeur. »
pourquoi ils n'y comprennent rien et ils sont même parfois mis en question. Et le dossier de la personne qui va arriver avec un dossier avec de la recherche féministe, on dit que tu n'as jamais rien fait. Tu n'es pas dans ta discipline, la summum, l'excellent. L'excellent, c'est de publier dans telle revue, dans tel problème, dans telle chose. Nécessairement, c'est ce qu'on appelle de la discrimination systémique. Maintenant, je donne la parole à Mme Oliel Amar, qui va traiter de l'équité en emploi en faisant ressortir le rôle qu'ont joué les associations de femmes, leur appréciation de la situation et l'action qu'elles entendent poursuivre en la matière. Qu'est-ce que les regroupements de femmes ont fait pour l'accès à l'égalité au Québec? Le gouvernement américain a été le premier à se doter d'une loi pour combattre la discrimination sous les pressions du mouvement noir. Il fut le premier à ajouter les programmes d'accès positif comme mesure de redressement à la discrimination systémique. Au Québec, la Charte des droits et libertés entre en vigueur en 1976 et ne prévoit pas les programmes d'accès à l'égalité. Par contre, la Charte canadienne autorise la mise en œuvre volontaire des PAE et prévoit aussi l'imposition par le tribunal des programmes d'accès à l'égalité comme sanction à une entreprise reconnue coupable de discrimination. À ce moment-là, entre 1977 et 1979, il y a eu un gros débat au CN. Divers pourparlers entre le groupe montréalais féministe Action Travail des femmes ont mené une lutte avec le CN face à des refus d'embauche de femmes électriciennes. En 1979, une plainte formelle est déposée par Action Travail des femmes à la Commission canadienne des droits de la personne. Et ce n'est qu'en août 1984 que le tribunal rend sa décision et reconnaît le CN coupable de discrimination. Et là, il impose un programme d'accès à l'égalité. Cette opération a contribué à sensibiliser de nombreux groupes à la nécessité des programmes d'accès à l'égalité. Et c'est ainsi que, lors de la révision en commission parlementaire de la Charte québécoise des droits et libertés en 1981, plusieurs groupes de femmes réclament les programmes d'accès à l'égalité. Et l'implantation des PAE fait reconnaître aussi la contribution des membres d'une institution sur une base plus égalitaire. Elle met en lumière le caractère systémique. C'est ce qui est inhérent à un système, une façon de faire établie depuis de nombreuses années. Elle met en lumière le caractère systémique de la discrimination dans l'emploi. Hélène Brown, chargée de projet pour le programme d'accès à l'égalité à l'Université Laval. Ce dont je vais vous parler, c'est l'analyse diagnostique qui permet de répondre à certaines questions. Où sont les femmes à l'Université Laval? Quel poste occupent-elles? Dans quelle catégorie d'emploi sont-elles? Et est-ce qu'il y a des caractéristiques qui ressortent? Les femmes sont concentrées dans une catégorie d'emploi que vous devez deviner, le personnel de bureau. Elles sont sous-représentées dans toutes les autres catégories d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a moins de 40% des effectifs qui sont féminins au niveau des cadres, des professionnels, du personnel technique et dans le secteur métiers et services. Dans l'ensemble, 83% des femmes du secteur administratif à l'emploi de l'Université Laval gagnent moins de 30 000 $, alors que c'est le cas pour seulement 47% des hommes. Alors, vous voyez déjà une grosse différence. Si on parle du personnel cadre, alors ce sont les directeurs de service, les adjoints au recteur et au vice-recteur, les conseillers cadres, et les directeurs de division dans les grandes unités de l'université, c'est-à-dire à la bibliothèque, au centre de traitement de l'information, au bureau du registraire et au service terrain et bâtiment. Les hommes se répartissent équitablement dans les 4 catégories de ce personnel-là. Par contre, les femmes se retrouvent majoritairement au bas de l'échelle salariale, même si l'âge moyen est à peu près le même que celui des hommes et que leur ancienneté est plus grande que celle des hommes. Toutes les femmes qui ont un poste de cadre à l'Université Laval ont au moins un diplôme universitaire de premier cycle, mais ce n'est pas le cas des hommes.
Alors, les hommes réussissent à se rendre un peu plus loin que les femmes, même s'ils n'ont pas les diplômes. Dans la catégorie professionnelle, qui comprend 609 membres, les femmes occupent majoritairement 3 sous-catégories de ce personnel, c'est-à-dire la catégorie soins infirmiers, techniques administratives et gestion des ressources humaines. Et elles se retrouvent surtout dans les groupes où l'échelle salariale maximum est inférieure à 40 000 $. Pour les hommes, ils sont répartis plus équitablement dans toutes les sous-catégories et ils sont dans les groupes où l'échelle salariale est la plus élevée. Pour ce qui est du personnel technique, ce qu'on a découvert, c'est que personne à l'Université Laval connaît très bien ce secteur d'emploi. Il est difficile d'avoir de l'information. Et la majorité des postes sont des postes sous octroi. C'est des techniciens pour des gens qui travaillent avec des personnes qui ont des subventions de recherche. Les femmes sont plus jeunes dans ce groupe que les hommes, donc elles ont moins d'ancienneté. Par contre, aussi dans ce groupe-là, elles n'occupent pas les mêmes fonctions que les hommes. Les femmes sont bibliotechniciennes, assistantes dentaires, technologistes médicales. Les hommes sont techniciens dentaires. Il y a une grosse différence de salaire avec l'assistante dentaire. Et ils sont techniciens en électronique, en génie civil, en génie forestier. Le personnel de bureau maintenant. C'est le groupe le plus important du secteur administratif. Il compte plus de 900 membres. La moyenne de salaire des hommes dans le groupe bureau est un peu plus élevée que celle des femmes. Une plus forte proportion des hommes qui occupent les classes 7, 8 et 9. Ces classes correspondent au tarif horaire le plus élevé. Encore une fois, les fonctions occupées par les femmes sont différentes. Les femmes sont secrétaires, commis, sténo, dactylo, alors que les hommes sont magasiniers. Par contre, dans ce groupe d'emploi, les femmes sont beaucoup plus scolarisées que les hommes. Dans notre groupe bureau, 10 %, on calcule qu'il y a un minimum de 10 % des femmes qui ont un diplôme de premier cycle universitaire. On en a même qui ont des maîtrises. Ce qui n'est pas le cas pour les hommes de ce secteur-là, ont pour la plupart un diplôme de secondaire 5. Maintenant, si on passe au secteur professoral, la situation est tout à fait différente. Les femmes y sont peu représentées. Il n'y a à l'Université Laval que 13 % du nombre des professeurs qui sont de sexe féminin. Elles sont 190 pour 1246 hommes. Par contre, la proportion de femmes occupant des postes de professeurs administrateurs correspond à cette moyenne-là. Il y a à peu près 13 % des femmes qui ont un poste d'administrateur. Quant au rang universitaire, les hommes sont surtout titulaires, 48 %. Alors que les femmes sont surtout agrégées, 54 %. Alors forcément, le salaire moyen des hommes est supérieur à celui des femmes. Pour expliquer cela, il y a une question d'ancienneté. Forcément, les femmes étant professeurs d'université depuis moins longtemps là, que les hommes. Notre étude révèle que plus d'hommes sont détenteurs d'un doctorat que les femmes. Cependant, il faut souligner que les femmes à l'emploi de l'Université Laval sont dans une forte proportion dans des secteurs où le doctorat n'était pas courant jusqu'à tout récemment. Si on pense aux sciences infirmières, en droit, c'est les secteurs où il y a le plus de femmes. C'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont moins de doctorats. La recherche. Malheureusement, pour la recherche, on a peu de données. La façon que les données sont informatisées, nous n'avons pas pu étudier en profondeur ce secteur. Cependant, il ressort que les femmes feraient peut-être un peu moins de demandes et auraient moins de succès. Cependant, il ne faut pas généraliser.
nous avons 2 secteurs à l'Université Laval où les femmes ont beaucoup plus de succès que les hommes pour obtenir des subventions de recherche. Et comme dans le secteur administratif, les femmes se retrouvent dans des disciplines dites féminines. L'École des sciences infirmières est majoritairement composée de femmes, 77 %. On a seulement 4 facultés où il y a entre 20 et 22 % de femmes professeurs. C'est aux sciences de l'éducation, les arts, le droit et la faculté des lettres. Toutes les autres ont moins de 20 % de femmes professeurs. À l'intérieur des facultés, les femmes sont aussi concentrées dans certains départements. Nutrition humaine, psychopédagogie, services social, médecine sociale et préventive. Marie-France Goyer, coordonnatrice à égalité des chances à l'Hydro-Québec. Dans un programme d'accès à égalité, l'un des éléments importants est la dimension temps, car l'égalité, c'est une intervention de changement dans les entreprises. Il faut changer les mentalités des gestionnaires qui ne sont pas habitués à voir des femmes au travail, sauf dans des emplois de commis de bureau ou de secrétaire. Mentalité des hommes à qui l'on demande de partager une part du gâteau qui leur était réservé précédemment, c'est-à-dire de partager les postes les plus alléchants et les plus payants. Et mentalité des femmes, finalement, qui souvent ont des problèmes à se voir dans des emplois ou dans des rôles à caractère plus technique ou dans des rôles d'autorité. Quelles sont nos réalisations jusqu'à maintenant? Quel genre de projet on a mis sur pied? Alors, dans le but d'augmenter la présence des femmes dans tous les emplois et à tous les niveaux de la structure, plusieurs produits ont été développés à Hydro-Québec et des produits sont encore en voie de réalisation. À titre d'exemple, au niveau des programmes de sensibilisation, parce que c'est vraiment un des éléments clés, nous avons fait une démarche de sensibilisation auprès de tous les gestionnaires de l'entreprise. Chacun des comités de gestion a été rencontré, on leur a fait partager la problématique et les objectifs que nous poursuivons. Une session de formation intitulée « Les rôles et comportements dans l'organisation » a été développée et a été offerte à toutes les femmes dans l'entreprise. Dans cette session-là, on faisait prendre conscience aux femmes des différents stéréotypes, des valeurs qu'elles ont souvent intériorisées et on leur demandait de se faire un plan d'action qui correspondait à leurs désirs, à leurs besoins et à leurs attentes. Nous sommes actuellement à développer une session d'information qui va être destinée aux femmes qui veulent ou qui pourraient avoir des goûts pour aller dans les postes de gestion. Ce qu'on veut, c'est les inciter à postuler sur les postes. Une des constatations que l'on fait, c'est qu'on a des postes qui sont affichés. Les femmes ne consultent pas les babillards. Les femmes occupent des emplois. Elles ne font pas carrière. Elles ne se projettent pas dans le temps. Alors, on veut les amener à réfléchir à certaines composantes d'un rôle de gestion et à découvrir quelles sont les habiletés personnelles qu'elles possèdent et qui pourraient les prédisposer à ce genre d'emploi-là. Un autre élément important du programme, c'est tout l'aspect des objectifs quantitatifs qui ont été établis. Pour aider les gestionnaires à réaliser ces objectifs quantitatifs, alors, nous avons bâti une banque d'informations, une banque sur nos effectifs féminins dans laquelle on retrouve le CV des femmes avec leurs expériences à l'intérieur de l'entreprise et aussi les expériences qu'elles ont prises à l'extérieur. Est-ce qu'elles ont siégé sur des conseils d'administration? Quelle est leur contribution au niveau de la collectivité? Des mesures de sélection spéciale sont en vigueur actuellement. Aussitôt qu'une femme se présente pour postuler un poste de cadre, un poste de spécialiste ou un poste d'ingénieur, il y a une femme qui siège sur le comité de sélection. Elle est présente au niveau de l'étape présélection et elle assiste à toute l'entrevue. Un programme de postes, on appelle ça des postes-écoles, postes de préparation de relève féminine, a été développé. Actuellement, il y a 10 femmes dans l'entreprise qui sont en formation pour occuper des postes de gestionnaire. Ce programme-là a pour but d'accélérer leur cheminement dans la boîte. Finalement, vous avez peut-être entendu d'un de nos programmes, parler d'un des programmes qu'on a mis sur pied, le programme destiné aux emplois de monteuses ou monteurs de ligne.
C'est un programme qui est assez spécial dans le sens que c'est un projet pilote qu'on a mis sur pied parce qu'on réalisait que dans nos emplois de col bleu, nous n'avions qu'1% de femmes. Alors, on a fait des ententes spéciales avec notre syndicat pour réussir à mettre de côté les règles d'ancienneté et embaucher 6 femmes, c'est-à-dire 12 femmes auxquelles on donnerait la formation pour occuper le métier de monteur ou monteuse de ligne. C'est vraiment dans tous nos emplois de métier, notre emploi le plus non traditionnel. C'est un emploi qui demande énormément de force physique, énormément de résistance. Vous pouvez me dire, bien mon Dieu, vous n'aviez pas eu peur de vous casser la gueule en faisant un projet comme celui-là. Vous auriez peut-être pu aller par petites bouchées. Je pense que c'est une opinion qui est intéressante. Par contre, cet emploi-là, c'était un des emplois pour lesquels on recrute le plus. Il y a 1700 postes de monteurs à Hydro-Québec. Et c'est aussi le poste qui nous permettait de dire, si on brise cette barrière-là, si on réussit à faire la preuve que les femmes ne peuvent accéder à cet emploi-là, pas parce qu'elles n'ont pas la force physique pour faire l'emploi, parce qu'il y a d'autres barrières, alors ça va ouvrir la porte dans beaucoup d'autres emplois qui sont encore réservés aux hommes. Alors cette expérience-là nous a permis d'avoir dans l'entreprise nos 12 premières femmes monteuses de ligne. Et le grand constat qu'on fait à travers tout ça, c'est que les femmes qui sont discriminées ne devraient pas l'être collectivement pour nos emplois de col bleu. C'est vraiment une question d'aptitude ou d'habileté individuelle. Madame Francine Descaries-Bélanger, professeure au département de sociologie à l'UQAM et membre de l'exécutif du GIRF, le groupe interdisciplinaire pour l'enseignement et la recherche féministe. À mon avis, toute analyse des programmes d'accès à l'égalité doit tenir compte du fait que ceux-ci s'inspirent d'un féminisme égalitariste qui, bien que nécessaire et agent de changement, continue de prendre, voire continue d'imposer, le référent masculin, la norme masculine, comme paramètre, comme idéal à atteindre. Aussi, sans remettre en cause les possibilités de changement dont sont porteurs les programmes d'accès à l'égalité, il m'apparaît nécessaire de questionner la logique des démarches et des finalités qu'ils nous proposent. Non seulement de tels programmes s'inscrivent nécessairement dans une logique d'adaptation et non de contestation ou de restructuration du système, mais encore dans la mesure où ils ne s'adressent qu'à la seule question du travail rémunéré, ils ne peuvent tenir compte, voire même ils évacuent, ce qui appartient à la réalité propre au vécu quotidien des femmes, en dehors des aspects formels de leur insertion dans le milieu de travail. Pour reprendre ici une voie d'interrogation que j'ai déjà soulevée ailleurs, il faut alors être réaliste et se demander ce que veut vraiment dire revendiquer l'égalité d'accès au même système, plutôt que de revendiquer le pouvoir de changer le système. Pourquoi apparaît-il plus facile de s'ajuster que de restructurer? Et pourquoi, comme l'avait déjà écrit Betty Friedman, avons-nous collectivement choisi de préparer notre réussite plutôt que de transformer la définition même de cette réussite? Certes, je comprends absolument pourquoi les femmes doivent investir les domaines des sciences et des techniques de pointe, mais je ne comprends pas pour autant pourquoi elles devraient devenir chauffeuses de camions plutôt que secrétaires, si ce n'est pour contourner les effets négatifs et contextuellement contraignants de la division sexuée du travail actuel. D'autant plus que, dans les faits, notait Diane Lamoureux, ces métiers non traditionnels revêtent des caractéristiques qui rendent encore plus difficile la conciliation du travail domestique et du travail salarié. Sans parler, et peut-être que certaines expériences déjà en cours pourraient nous le prouver, sans parler du harcèlement sexiste et sexuel qui guette généralement les femmes isolées dans un milieu masculin de travail, jaloux de ses prérogatives. Par ces quelques remarques, je ne cherche pas à nous décourager, mais je cherche à nous inciter à la prudence sur cette question des métiers non traditionnels, afin que nos discours et nos actions ne permettent pas de sanctionner les préjugés, les attentes, les attitudes et les structures sociales qui survalorisent et paient mieux les métiers, les professions,
les disciplines investies par les hommes. À la lumière de l'expérience des femmes et de leur mode spécifique d'insertion dans le marché du travail, il m'apparaît donc tout aussi urgent de revendiquer l'équité que l'égalité et de favoriser tout autant, sinon plus, le développement de stratégies d'incitation, de redressement, de consolidation et de soutien dans les secteurs de travail déjà occupés par les femmes. Ne serait-ce que parce que ces lieux risquent moins d'être structurés exclusivement sur des modèles d'organisation et de performance mis en place par et pour les hommes, et qu'ils sont des lieux d'où les femmes peuvent possiblement bénéficier dès maintenant d'une tradition, d'une capacité de mobilité ou de rayonnement, et même d'un certain pouvoir. Enfin, je voudrais signaler que je trouve très difficile de fonctionner avec le choix méthodologique opéré par le ministère, qui consiste à incorporer dans une seule et même politique tous les corps professionnels présents dans nos universités. Certes, je considère que fondamentalement, les problèmes des femmes traversent l'ensemble des groupes professionnels, mais je crois aussi que dans une institution vouée à la reproduction du haut savoir et dans une conjoncture chronique de restrictions budgétaires, je crois qu'il risque d'y avoir des femmes qui seront plus rapidement que les autres l'égale de leurs collègues masculins. Je vous remercie toutes d'être venues. Je remercie nos panélistes et de ces interventions. Pour moi, elles arrivent à un moment très important. Merci. Merci à toutes et tous.